préparant cet échange ce matin, je me suis dit, mais fondamentalement quand même, lorsque je me définis comme socialiste européenne et française, parfois il faut renverser l'ordre des facteurs, parce qu'il y a cette approche sur un certain nombre de questions que l'on retrouve lorsqu'on aborde la régulation européenne, où le fait d'être français, quand même, donne un certain éclairage par rapport à une approche non seulement des sujets financiers, mais aussi des questions européennes de manière plus globale. Et j'imagine que c'est dans cet esprit-là que nous allons balayer pour trouver les moyens d'être efficaces dans l'argumentation, dans le plaidoyer, pour faire reconnaître, faire valoir un certain nombre de points de vue qui sont tout à fait essentiels, à la fois pour porter ce que nous représentons comme pays, mais aussi pour faire en sorte que ce qui va advenir puisse coïncider avec nos intérêts, non pas contre les autres, mais en tenant compte aussi de ce qu'est l'économie française. Un mot qui me vient à l'esprit en vous écoutant, auquel je n'avais pas pensé en préparant cette conférence, c'est qu'au fond, au moment où on va aborder cette grande affaire qui est l'union des marchés des capitaux, à nouveau, et là je ne sais pas si c'est un trait français ou pas uniquement, mais à nouveau le risque d'une approche qui ne soit pas conforme à un mot très à la mode pourtant à Bruxelles, qui ne soit pas une approche holistique, est une préoccupation. Parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'approche holistique, mais qu'on ne l'amène pas beaucoup. Et dans ces sujets des marchés financiers, on voit bien où, à quel moment, ça a pu nous conduire à mener des combats homériques pour aboutir à des résultats qui n'étaient pas forcément tout à fait à la hauteur de ce que nous espérions. Et quand on a eu une approche suffisamment holistique, je pense évidemment au plan d'action des services financiers, c'était quand même moins pire, d'une certaine manière, que quand on n'en a pas eu. C'était pas parfait, puisqu'on a été assez holistique pour inclure la supervision au point de départ, au point d'équilibre du plan d'action, mais quand même, on a eu une vision de pourquoi est-ce qu'on le faisait. Et l'objectif était très stratégique, il était clair, c'était on fait un plan d'action des services financiers parce qu'on passe à l'euro et que ça a un impact sur, à ce moment-là, on ne savait pas que le Royaume-Uni ne viendrait jamais dans l'euro, donc on a peut-être fait des choses qu'on ne ferait plus aujourd'hui de la même manière, mais tout de même, on mettait les mains dans le cambouis et on savait pourquoi. Après la crise de liquidité 2007, de solvabilité 2008, dette souveraine 2010, on n'a jamais eu cette approche. On ne l'a jamais eu. Et bon, j'ai l'immodestie de me citer, mais dans un rapport crise pour lequel j'avais consulté un certain nombre d'entre vous, un des paragraphes auquel j'avais accordé le plus d'importance dans sa rédaction, c'est celui où j'interpellais le commissaire Barnier à l'époque, pour lui dire bah, c'est très bien de faire un magnifique catalogue. Enfin, à l'époque, on n'en avait pas encore un catalogue, on était au début de la perspective d'un catalogue, de textes qui s'accumulent les uns derrière les autres, mais qui ne disent pas vers quelle maison on veut aller, comment est-ce qu'on veut reconstruire l'ensemble du dispositif, et notamment qui ne posent pas la question première, qui est la question de la contribution des marchés financiers au financement de l'économie réelle. Et nous voilà revenus à cette question. Or, une des inquiétudes que j'ai en abordant ce sujet que vous proposez de traiter aujourd'hui de l'union des marchés des capitaux, je ne suis pas toujours sûre que cette question soit posée de la sorte. Car en réalité, si on est tout à fait honnête, il y a un paradoxe, et je me souviens la première fois où Mario Draghi est venu en parler au Parlement européen, je lui ai posé la question, le scrutin un peu provoquant ou naïf qu'on peut avoir quand on est parlementaire, en demandant mais Monsieur le Président, vous vous êtes donné beaucoup de mal à sauver les banques, est-ce que c'est pas pour qu'elles financent l'économie?
plutôt que d'aller redévelopper la question plus complexe, et y compris pour que les banques marchent bien, elles ont besoin d'avoir un marché des capitaux qui fonctionne bien. Je ne suis pas ignorante de cela, mais tout de même, lorsque l'économie européenne a dédié tant d'efforts à restaurer la santé de ses banques et aborde la nouvelle période en disant il faut aller vers le modèle américain de désintermédiation, moi je crois qu'il faut expliquer pourquoi et qu'il faut dire en quoi est-ce que ça permettra de mieux financer. Tout ça pour revenir à l'essentiel, qui est que cette union des capitaux, évidemment, elle intervient, à mon avis, à un moment où Jean-Claude Juncker, commençant son mandat, a eu un double objectif politique en se saisissant de cette proposition. La première, c'est d'avoir une forme d'échappée belle pour répondre à l'idée qu'on allait améliorer les conditions de financement de l'économie. Donc ça, il faut le prendre au mot et vérifier comment est-ce qu'on remplit cet objectif, d'une part. Et d'autre part, un objectif beaucoup plus politique qui est totalement d'actualité, qui est de donner aux Britanniques une raison de rester. Et ça n'est pas pour rien qu'il a confié ce portefeuille à Jonathan Hill, avec toutes les limites du système, dont on pourra peut-être dire un mot si vous le souhaitez au moment des questions. Mais il y avait un calcul politique dans la façon dont cette commission et Jean-Claude Juncker a fait de cette question du marché, de l'union des marchés de capitaux, une priorité. Pour revenir plus dans le concret où on en est et comment est-ce que ce projet s'articule avec les autres projets sur la table, il faut quand même pas penser qu'on part d'une table rase et le mettre en cohérence avec les autres éléments qui sont sur l'agenda des législateurs. Et évidemment, celui sur lequel nous sommes engagés maintenant de manière très critique, c'est celui de l'union bancaire, qui, les raisons de la naissance de ce qui a fait advenir une priorité pour permettre à l'union bancaire d'être ce qu'elle est aujourd'hui, chacun l'a en tête, et à partir de, je dirais, de juin, du Conseil européen de juin 2012, il y a eu une priorité politique qui fait que à la fois la crise était là et les enseignements de la crise et le momentum politique a fait que on a pu avancer dans des conditions, comme souvent en matière européenne, ou même comme dans toute négociation, à la fois très vite sous la pression des événements sur certains aspects, et puis avec quand même ces fameux leftovers qui ont des effets polluants qu'il ne faut pas sous-évaluer. Sur l'union bancaire, vous êtes aussi expert que moi en la matière, vous savez où nous en sommes. Pour aller à l'essentiel, mon sentiment sur l'état de la négociation est le suivant. Il y a plusieurs leftovers, puisqu'il y a... On a toujours considéré qu'il y avait 3 piliers dans l'union bancaire. Je crois que c'est Mario Draghi qui l'autre jour a parlé de 4 piliers, puisqu'en réalité, il y a un des piliers qu'on a d'une certaine manière séparé en deux. Je veux parler du pilier de la résolution, où comme la question du backstop n'a pas été traitée, on peut considérer qu'elle doit être maintenant traitée comme un 4e pilier. Et où, dans cette union bancaire, le sujet qui fâche aujourd'hui, maintenant qu'on avait écarté l'affaire du backstop, c'est évidemment la question des garanties des dépôts, qui est devenu un système d'assurance, sur lequel la Commission a fait son travail, a mis une position sur la table, mais où ça ne suffira pas sans une très grande détermination politique. Et là, je vois tout de même une très 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 grande difficulté.
parce que il y a des préconditions qui sont mises maintenant à l'adoption au moindre progrès sur l'évolution de ce texte qui le plombe, y compris parce que je ne crois pas que même à Paris, nous ayons encore une idée très exacte de la façon dont nous voulons traiter. En clair, nous savons très bien que un certain nombre d'États membres ne veulent pas entendre parler de ce texte, alors même qu'il est indispensable. Et comme souvent en matière européenne, puisqu'on a avancé sur les autres sujets, ne pas avancer sur celui-là fragilise ce qu'on a fait par ailleurs. Je m'explique. Puisque nous avons fait la supervision unique et la résolution unique, ne pas avoir la garantie des dépôts uniques rend l'ensemble du dispositif extrêmement fragile. J'ajoute à ça l'affaire du bail-in, qui est un facteur encore plus aggravant. Et on le voit dans des petits pays, dans des pays dont les systèmes financiers sont très dépendants du système bancaire international. Il y a une fragilité qui est introduite dans le dispositif qui est insupportable. En clair, chacun mesure que s'il y a un problème dans une banque portugaise, la résolution sera plus radicale que si c'est dans une banque allemande ou française. Or, c'est le budget portugais aujourd'hui qui devrait entièrement venir en soutien des déposants qui seraient résolus par Bruxelles. Donc il y a là quelque chose qui ne peut pas marcher, qui est vraiment extrêmement dangereux. Or, quand on ne veut pas de quelque chose, le meilleur moyen, c'est de mettre des conditions inatteignables. Et aujourd'hui, très clairement, pour progresser sur l'affaire de la garantie des dépôts, il y a une condition qui n'est pas encore 100% explicitement mise sur la table, mais enfin ça y ressemble quasiment, qui est de traiter la question du sort réservé à la dette souveraine dans le bilan des banques. Et là-dessus, il y a des positions qui sont, encore une fois, extrêmement antagonistes dans la négociation. Et, en tout cas, à chaque fois que je pose la question à Paris, je vois que alors au moins on n'est pas dans une position radicale, hein. On n'a pas dit c'est comme ci ou c'est comme ça, comme je le vois d'un côté de pays plus proche de la Méditerranée et l'autre plus proche de la mer du Nord. Mais entre ces deux positions, on va avoir une position centrale, mais il va falloir s'engager, hein, parce que je ne crois pas qu'on aboutira sur la garantie de dépôt sans avoir éclairé le chemin dans ce domaine. Et puis, il y a l'affaire du backstop qui est aussi encore sur la table et qui va revenir pour les mêmes raisons. Jusqu'à quel point, à la fin, il n'y aura pas un échange entre l'un et l'autre, c'est-à-dire que le blocage qu'on a eu sur le backstop, jusqu'à quel point ça va pas se transformer en une mise en place d'un véritable backstop contre l'abandon de la garantie dépôt, je n'exclus pas que ce soit ce qui se termine. Je me laisse embarquer par l'union bancaire, ce qui m'éloigne de mon propos principal, je m'en excuse, mais je pensais que c'était aussi important de vous dire comment je sentais ce volet-là de l'état de la législation européenne. Ceux qui disent qu'on n'aura pas d'union des marchés des capitaux tant que l'union bancaire ne sera pas achevée, la vérité est entre les deux, parce qu'il va bien falloir commencer à avancer un peu sur l'union des marchés des capitaux compte tenu des difficultés dont je vous éclaire à propos de l'union bancaire. Mais il y a aussi un deuxième grand chantier qui accompagne cet état de la négociation, c'est celui sur l'intégration de l'union économique et monétaire. Et là, je vais le faire en style télégraphique, sinon je ne parlerai que de ça. Mais je crois que le débat que nous avons ouvert sur la nécessité d'un budget de la zone euro est un débat qu'il faut avoir en tête lorsqu'on discute de l'union des marchés des capitaux, même si je sais que certains préféreraient l'appeler l'union des financements et des investissements, ce qui me va aussi. Pour la raison suivante, c'est que
un des arguments pour plaider en faveur de l'union des marchés des capitaux, c'est de dire que c'est le moyen de relancer le financement de l'économie en Europe. Compte tenu de l'état d'atonie de l'investissement en Europe, ça suffira sans prolongement du plan Juncker, sans mobilisation de l'argent public au service d'une garantie ou d'un soutien à l'investissement long terme, je ne le crois pas. Et du coup, je pense que la question d'un budget de la zone euro est aussi une des conditions de fonctionnement de l'union des marchés des capitaux. Et puis, à l'inverse, je pense aussi qu'une union des marchés des capitaux qui ne reposerait pas sur l'existence de garanties publiques fortes ne fonctionnera pas non plus. Donc on ne peut pas dire, parce que j'entends notamment le président de l'Eurogroupe aujourd'hui dire le budget de la zone euro, on verra plus tard. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'améliorer les conditions de financement de l'économie réelle en avançant sur l'union des marchés des capitaux. Je ne partage pas ce point de vue, je pense que nous devons avancer sur ces deux chantiers en parallèle. Enfin, un troisième élément du contexte, c'est évidemment la question des progrès en matière de fiscalité, car je crois que traiter l'union des marchés des capitaux sans avancer en même temps sur la question de la fiscalité, ce serait reproduire des erreurs que nous avons connues par le passé, car à travers le régime fiscal existant dans chacun des États membres, on introduit des biais dans le comportement des acteurs qui sont bien connus des uns et des autres. Au regard de ça, quel est l'état de la proposition de la Commission? Vous la connaissez aussi bien que moi. Le plan d'action présenté le 30 septembre dernier, au fond, répond à toutes les critiques que je viens d'évoquer, c'est-à-dire, ça s'appelle un plan d'action, mais pour moi, ça n'éclaire pas de manière... ça ne pose pas de manière stratégique les objectifs de cette relance sur le marché des capitaux, y compris parce que ça ne pose pas la question de l'investissement long terme de manière adaptée aux besoins de l'économie européenne, qui sont des besoins liés, pour moi, à une transition vers l'univers du digital et de la transition écologique, en ce qu'elle représente un investissement lourd dans la mise en œuvre en fait des objectifs de la COP21. Et c'est une dimension qui est quasiment absente du plan d'action. Et le plan d'action apparaît comme un catalogue d'éléments revendiqués par un certain nombre d'acteurs de marché dont vous faites partie, même si je ne vous assimile pas à la pensée du commissaire. Dans ce paquet, il y a évidemment d'abord le paquet sur la titrisation, qui était sans doute le plus attendu par un certain nombre d'acteurs, mais où je crois qu'il faut regarder de près ce qu'on peut en faire. Et en aparté, avant le début de notre échange, je profitais d'un moment de publicité avec Michel Prada pour dire tout bien que nous pensions de Michel Aglietta. Et il a là-dessus des propositions à faire qu'il faut absolument aller regarder, chercher et exploiter. Et sa proposition aujourd'hui est de dire que justement il faut se servir de la titrisation pour permettre une réorientation des marchés des capitaux en faveur de la transition écologique et de la mise en œuvre des objectifs de la COP21, comme c'est exactement ce que je pense, et que le Conseil n'a pas fait son travail sur ce texte, que le Conseil a validé en 10 minutes, enfin j'exagère, enfin quand le Conseil adopte en un mois une proposition, c'est que, je ne dis pas que c'est qu'il y a un loup, mais enfin quand même, c'est qu'il ne s'est pas donné beaucoup de mal pour rentrer dans le détail de la proposition. Donc ça sera au Parlement de le faire. Et donc il y a vraiment là, me semble-t-il, une bonne opportunité pour prendre le paquet d'idées de Michel Aglietta et le transformer en proposition pour modifier la proposition qui est sur la table. Et je pense que pour le IFR et Paris Europlace, si vous ne prenez pas trop de temps, c'est un très bon travail que je vous donne en échange de notre rencontre ce matin. Deuxième élément de la proposition, et au Parlement européen, juste pour être complète dans l'information, c'est un socialiste néerlandais qui sera rapporteur, Paul Tang.
Deuxième élément de la proposition, c'est les amendements sur, dans le cadre des mesures d'exécution solvabilité 2, pour faire rentrer les classes d'actifs investissement en infrastructures éligibles, les fameux LTIF. Là, je pense qu'on sera assez d'accord et que ce n'est pas le point sur lequel on aura le plus de problèmes. Dans les s'ajoutent à ça évidemment deux propositions qui sont très attendues, celle sur les prospectus, dont on va voir ce que ça donne, et puis celle sur le droit de la faillite. Alors là, je nous promets de belles discussions. Je ne suis pas sûre que le mandat y suffira. De manière plus transversale, un texte quand même qui, j'imagine, vous intéressera au premier chef, qui est celui sur le cadre réglementaire des services financiers, sur lequel le rapporteur est le responsable des chrétiens démocrates, du PPE au sein de la Commission économique et monétaire, M. Balz, sur lequel le travail est engagé. Sur l'esprit global de la proposition, je veux revenir sur deux, trois éléments que j'ai moi en tête et qui ne sont pas du tout dans la proposition du commissaire, qui me préoccupent et sur lequel je suis à peu près certaine d'avoir presque naturellement votre soutien. Le premier, c'est que cette union des marchés des capitaux est pensée après l'épisode que nous venons de connaître dans le secteur bancaire, sans penser la question de la structure de supervision. Alors je sais bien que l'ESMA vient d'être réinstallée d'une certaine manière, que l'ESMA a un travail absolument terrible qui s'aggrave tous les jours, mais tout de même. Et lorsque j'ai posé la question, je crois que c'était dans la dernière conférence ROFI, au moment avant même que le commissaire mette sur la table sa proposition, Olivier Guersan m'a répondu « Mais les États membres dans la consultation n'en ont pas parlé. » C'est bizarre ça. Les États membres ne sont pas demandeurs de modifier l'état de leur pouvoir. Bon, plus sérieusement, moi je ne crois pas qu'on peut être sérieux en disant qu'on veut avancer dans une union des marchés des capitaux. Voilà, je vois le regard Alex. Je ne crois pas qu'on peut avancer en matière de marché des capitaux sans penser en même temps les progrès nécessaires en matière de supervision. Deuxième élément qui, à mon avis, manque cruellement dans la proposition telle qu'elle est élaborée par le commissaire, c'est tout le volet fiscal. J'en ai dit un mot, mais je le répète, je pense que c'est absolument incontournable. Troisième élément qui a été très présent, fort heureusement, dans la contribution des autorités françaises au moment de la consultation sur le plan d'action, c'est la question du périmètre de la zone euro, qui est un sujet d'une actualité brûlante. Et je pense que c'est un sujet qui se pose avec ou sans, enfin, quelle que soit l'issue du référendum britannique, hein, c'est un sujet qui se pose parce que quand on a fait le plan d'action des services financiers, la perspective c'était de mettre en place un dispositif en attendant que le Royaume-Uni nous rejoigne, tandis que là on est dans une intersection qui est de nature très différente, puisque la perspective que le Royaume-Uni adhère à l'euro n'est pas dans l'horizon. Du coup, cet enjeu-là est absolument majeur, surtout quand on regarde la dynamique qui a conduit à mettre en place l'union bancaire et toute la difficulté qu'on a eue à installer cette union bancaire en tenant compte des intérêts spécifiques de la place de Londres. Sur le périmètre global, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je conclurai simplement par deux remarques. La première, c'est
pour dire que, pour revenir au propos initial, qui est de dire que moi je ne suis pas une amie des banques, hein, je suis une amie de l'économie européenne et de me préoccuper que les banques fassent leur métier qui est de financer l'économie. Mais ce que je constate, c'est que en Europe, les banques ont une place particulière. Encore une fois, l'Europe a dédié beaucoup d'attention à s'assurer que les banques sont en situation de faire leur boulot et que cette union des marchés des capitaux doit être pensée en tenant compte de la place des banques dans l'économie européenne et que cette idée d'une désintermédiation n'est pas forcément... ça ne peut pas servir de slogan pour reconstruire l'économie européenne. Je vous invite de ce point de vue-là à lire la réflexion, je suis sûre que vous l'avez déjà fait, de Nice Magui. Bon, peut-être, dis-moi d'où tu parles, je te dirai ce que tu diras, mais qui est quand même très argumenté sur les limites de l'art. Dernier point, c'est évidemment la mise en écho de toute cette discussion, de toute cette négociation avec le volet international, avec les travaux de Bâle, avec les travaux de l'IASB ou du G20 qui influent évidemment sur la façon dont l'Europe va pouvoir progresser dans ce domaine. Un dernier mot de conclusion tout de même pour revenir sur les travaux de François Milroy de Gallo, qui je crois, du point de vue de la place de Paris, apporte quand même une contribution utile sur ce qu'on peut tirer de cette proposition qui est sur la table, et qui me conduit à penser quand même qu'en réalité, pour avoir une bonne approche, il faut tenir compte des intérêts de trois catégories d'acteurs qui sont assez différents, qui sont à la fois le secteur bancaire, celui des entrepreneurs et donc des investisseurs, ceux qui ont besoin d'avoir accès aux capacités d'investissement, et ceux des États ou de la puissance publique qui doit surveiller les conditions de prélèvement de l'impôt et de prise de risque systémique ou non par l'ensemble du dispositif. Et c'est en ayant en tête les intérêts de ces trois types d'acteurs, me semble-t-il, qu'on peut progresser de manière efficace dans ce très très grand chantier qui est devant nous. J'ai été trop longue, j'ai essayé de vous dire l'état de ma pensée et je me réjouis de l'échange que nous avons.